Comment peut-on savoir quels êtres vivants sont apparentés à d'autres êtres vivants? On va voir que l'arbre phylogénétique est un outil qui permet de donner des pistes de solutions. J'ai pris un exemple ici de 4 êtres vivants, l'homme, le chien, l'oiseau et le singe, et j'ai pris 4 caractères, les poils, les doigts, la bipédie, donc le fait de marcher sur deux pattes, et les vertèbres comme caractères à comparer entre ces êtres vivants. On fait une matrice où on met ces êtres vivants et on classe la concordance ou non des caractères. Donc si un caractère est partagé, on met une croix, sinon on met rien. Alors premièrement, on va partir vers le bas, prenons l'exemple des vertèbres. Donc, on sait que tous les individus qui sont là possèdent une colonne vertébrale et ont des vertèbres. Donc on met un petit plus ici. La bipédie, si on regarde les êtres vivants qui sont capables de marcher uniquement sur deux pattes, on n'a que l'homme. Les autres, le singe, lui, marche en général à quatre pattes, l'oiseau vole avec ses ailes, et le chien marche sur quatre pattes. Donc il n'y a pas d'autres individus qui marchent exclusivement sur ses jambes. Prenons les doigts, on peut uniquement cocher l'homme et le singe qui possèdent des mains avec des longs doigts. Les oiseaux et les chiens n'ont pas des doigts comme nous. Pour terminer, si on prend les poils, l'homme a des poils, le chien et le singe aussi. Par contre, l'oiseau a des plumes, donc on met 0 puisqu'il ne contient pas de plumes. Donc cette matrice permet de classer, de comparer les différents individus, les différentes espèces vivantes, avec des caractères précis pour former cette matrice. Et on peut voir ici que 4 caractères sont conservés. Ici on en a 1, ici 2 et ici 3. Donc ces numéros vont être importants pour faire la suite de l'exercice ici. L'arbre phylogénétique, c'est un outil qui va permettre de voir quelles sont les espèces vivantes qui sont les plus apparentées entre elles. Un arbre phylogénétique, il se construit comme on le voit ici. Donc premièrement, il faut le dire de bas en haut. C'est-à-dire que si on regarde en fonction du temps, on a il y a des millions d'années ici, et puis ici on a les individus aujourd'hui, donc c'est-à-dire ce qui est observable aujourd'hui, ce qu'on a dans la nature. Cet arbre est constitué de plusieurs branches. Donc on a une tige, un tronc ici, et puis on voit qu'il y a plusieurs branches qui vont partir d'une branche principale ici, et donc ces branches qui vont mener à ce qu'on appelle des feuilles, donc les individus actuels, et entre ces branches, on a ce qu'on appelle des nœuds. Les nœuds correspondent à un ancêtre commun qui, voilà, on n'a pas toujours cet ancêtre commun, on se doute qu'il a existé, mais on n'a pas forcément de preuve de son existence. Donc le nœud correspond à l'ancêtre commun entre les différentes espèces apparentées. Chaque fois qu'il y a un trait ici que j'ai noté en jaune, c'est une innovation évolutive. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, un changement, un nouveau caractère qui est apparu dans le vivant, qui a permis d'évoluer favorablement. Donc c'est ce qui permet de distinguer cet individu, cette espèce d'une autre. Maintenant, reprenons l'exercice de départ et essayons de faire un arbre phylogénétique à partir des données que nous avons récoltées au début, donc dans cette matrice. Donc dessinons notre arbre. Donc on va comparer les caractères morphologiques qui sont partagés entre ces espèces. On commence avec le tronc, la première tige, qui permet de montrer qu'à la base, on avait tous un ancêtre commun qui possédait des vertèbres. En effet, les 4 espèces ici ont toutes des vertèbres, donc ça veut dire qu'on on dérive tous d'un ancêtre, un vivant, qui à la base a eu les vertèbres comme nouveau caractère. Donc on voit qu'on a une colonne vertébrale ici, ici et ici. On a tous une colonne vertébrale faite de vertèbres. Donc ça veut dire qu'il y a eu une évolution, une innovation évolutive dans le passé, qui a donné notre ancêtre commun, qui est l'apparition des vertèbres. On va commencer en reprenant le caractère, le nombre de caractères les plus nombreux dans notre matrice. Donc ici on en avait 4, celui où on en avait 3, c'est les poils, donc ça veut dire qu'on voit que le chien, le singe et l'homme ont des poils, et donc on va différencier ici les oiseaux de ces 3 espèces-là. À partir de l'innovation évolutive qui est ici, qui est l'apparition de poils, donc au niveau des poils, on voit que 3 espèces ont ce caractère en commun, donc ce caractère est partagé ici 3 fois sur 4. Ensuite, on reprend le caractère suivant, donc il n'est plus que de 2, c'est-à-dire l'apparition, le fait d'avoir des doigts, qu'on retrouve chez l'homme et le singe. Donc après notre ancêtre commun ici, on peut mettre les doigts, et donc différencier ici le chien,
Puisque le chien n'a pas de doigts, on sait qu'à un moment donné, il s'est séparé par rapport aux autres. On continue ici pour terminer la bipédie, l'ancêtre commun, puis la bipédie qui a différencié l'homme des singes ici. Donc puisque c'est typique de l'homme, on peut dire qu'il y a un ancêtre commun qui a différencié, qui a donné le singe et l'homme ici, et la bipédie qui est un caractère, une innovation évolutive qui nous a différenciés à partir de cet ancêtre commun. Donc à partir de ces données, on a pu construire un arbre phylogénétique où on voit finalement que dans ces quatre espèces-là, nous sommes plus apparentés aux singes qu'aux chiens et plus aux chiens qu'à l'oiseau. Donc ça veut dire que cet arbre phylogénétique a des limites, c'est basé sur les caractères que l'on observe et le nombre d'espèces que l'on peut comparer. Il permet juste de donner, par rapport à ces données, quels sont les êtres vivants qui sont les plus apparentés par rapport à d'autres. Donc il y a ces limitations, ce n'est pas, c'est un outil qui permet de donner des hypothèses, mais ce n'est pas un outil absolu. Il existe différents types d'arbres phylogénétiques, donc on a vu celui-ci qui partait d'une branche et puis les autres branches qui partaient d'ancêtres communs au niveau des nœuds, mais on peut très bien le dessiner comme ça aussi. Donc à chaque fois on part du temps plus ancien au plus récent ici. Ici on a simplement remplacé cette tige principale ici par des sortes de fourches qui se séparent ici des nœuds. Alors notez également qu'on pourrait très bien noter cet arbre comme ceci, c'est le même arbre, sauf qu'on a changé ceci de place. Donc il faut faire attention quand on lit l'arbre, on ne veut pas dire ici que l'individu, l'espèce A, est plus proche de l'espèce B, ni que l'espèce A est plus proche de l'espèce D, il faut regarder ça en fonction du temps. D'accord? Donc ça veut dire que ici, on peut simplement observer que l'ancêtre commun étant là, le D et le C sont les plus apparentés, C et D sont les plus apparentés aussi, puis c'est au niveau du B, pareil ici au niveau du B, et finalement le A qui est celui qui est le moins apparenté par rapport à ces espèces-là. Donc attention, il ne faut pas regarder de gauche à droite pour lire cet arbre, mais de bas en haut et regarder les nœuds. Donc, ce sont les nœuds qui sont importants. Plus on descend bas, plus on remonte le temps. Ce qu'il faut retenir de cet arbre phylogénétique. D'abord, un arbre phylogénétique permet de classer les êtres vivants en fonction d'homologie. Donc ça permet, c'est un outil qui permet de voir quelles sont les espèces les plus apparentées. Un arbre se lie de la racine, donc tout en bas, qui donne plusieurs branches et se termine par des feuilles. Donc notez également qu'entre les branches il y a des nœuds, c'est l'ancêtre commun. Les feuilles, ce sont les individus, les espèces actuelles. Plus les espèces partagent des caractères morphologiques, on l'a vu dans la matrice, en commun, plus elles sont apparentées. Un ancêtre commun est un ancêtre hypothétique entre plusieurs espèces, qui s'est situé au nœud des branches. Donc c'est un ancêtre qu'on n'a pas toujours retrouvé, on sait qu'il a existé, on sait qu'il est là, on ne sait pas à quoi il ressemblait, ni ce que c'était exactement. Pour terminer, l'innovation évolutive permet l'apparition de nouveaux caractères. Donc, ce sont les innovations évolutives au cours du temps qui permettent l'apparition des nouvelles espèces et donc de nouveaux caractères qui vont donner de nouvelles espèces. Donc finalement, retenez que l'arbre phylogénétique est un outil qui permet de classer les espèces pour voir lesquelles sont les plus apparentées les unes par rapport aux autres, et c'est basé sur des caractères morphologiques, par exemple ici à comparer.